La Corriveau. C'est probablement la légende la plus connue du Québec après celle de la chasse-galerie. Mais ce qui la différencie de la chasse-galerie, premièrement, c'est qu'elle est entièrement vraie. Le terme légende vient plus du fait que la version que les gens connaissent est plus ou moins factuelle, contrairement à ce qui s'est produit réellement. Dans cette vidéo, on va comparer les deux, mais je vais primordialement me concentrer sur la version factuelle des choses. Donc, ce qui s'est vraiment passé en me basant sur des sources primaires. On a énormément de sources primaires des événements qui se sont passés en 1763, ainsi que des fouilles archéologiques qui ont permis de prouver que l'histoire de la Corriveau est bel et bien vraie. Mais juste avant de commencer, j'ai un petit disclaimer à faire. Bien que cette vidéo-là fait partie de ma série qui s'appelle Crime en Nouvelle-France, théoriquement, l'histoire de la Corriveau se passe pas en Nouvelle-France. C'est-à-dire que c'est seulement 2 mois après l'annexion officielle de ce qui est maintenant le Canada par l'Empire britannique. Ça fait déjà 3 ans que les Anglais ont pris Québec et qui imposent un régime militaire. Donc, Marie-Joseph de Corriveau sera jugée par un tribunal militaire britannique. Mais elle est née en Nouvelle-France et une partie des crimes dont elle est accusée ont été commis durant le temps du régime français en Nouvelle-France. Alors, si on oublie cette petite technicalité-là, on peut l'inclure dans Crime en Nouvelle-France. Marie-Joseph de Corriveau naît en 1733 d'une famille d'agriculteurs dans la paroisse de Saint-Vallier. Elle est d'une famille de 11 enfants, mais elle est la seule à survivre jusqu'à l'âge adulte. Ses 10 frères et sœurs meurent tous en bas âge. Elle est donc la seule qui va se marier. C'est en 1749 qu'elle épouse Charles Bouchard, un agriculteur de 23 ans du même village. Ils sont mariés pendant 11 ans et ont 3 enfants. Pendant 11 ans, parce qu'en 1760, Charles est retrouvé mort dans son lit. Il serait mort dans son sommeil. La tradition orale dit que la veuve sort en trombe de sa maison et cherche de l'aide en sanglots dans le village. Les habitants sont convaincus que l'histoire est un accident et dû à une maladie. Après tout, en 1760, c'était pas si rare. On trouve déjà des traces de doute. Certaines rumeurs vont jusqu'à dire que la Corriveau aurait versé quelques gouttes de poison dans l'oreille de son mari pour dissimuler un meurtre. Mais l'histoire ne va pas plus loin. C'est 15 mois plus tard que Marie-Joseph se marie à nouveau. C'est là qu'elle va marier Louis-Étienne Dodier. Ils sont mariés à peine 2 ans et n'ont aucun enfant. C'est en janvier 1763 que Louis-Étienne Dodier est retrouvé mort dans son écurie au pied de son cheval. Puis c'est vraiment à partir de là que l'histoire de la Corriveau prend l'ampleur qu'elle a aujourd'hui, parce que c'est là que son procès va commencer. Quand la mort de Louis-Étienne Dodier est déclarée aux autorités militaires, la famille Corriveau déclare que c'est un accident et que le jeune homme fut tué à coups de sabot par son cheval, pointant les nombreuses blessures à sa tête comme preuve. Les soldats sont pas convaincus et de plus, les rumeurs locales poussent à croire à une version plus sinistre. Paraît-il que Joseph de Corriveau, le père de Marie-Joseph, serait en mauvais termes avec son gendre. Il y a plusieurs versions de cette rumeur. Certains vont dire que ça provient d'une dispute de possession de terre adjacente, alors que d'autres disent simplement que Louis-Étienne était un homme violent. Avec tous ces indices, le père et la fille sont arrêtés et emprisonnés dans la Redoute Royale, un ancien bâtiment pour les prisonniers militaires près des fortifications de Québec. Le 29 mars 1763, un conseil militaire britannique occupe le monastère des Ursulines et utilise une partie du complexe comme chambre de tribunal. Le procès dure jusqu'au 9 avril 1763. On se fie aux témoignages des voisins, aux rumeurs du village et aux allures suspectes du décès du jeune fermier pour établir un verdict. Les 12 officiers britanniques présidés par le lieutenant-colonel Roger Morris déclarent le duo coupable du meurtre de Louis-Étienne Dodier. Joseph Corriveau est condamné à être pendu sur place publique, alors que Marie-Joseph Corriveau est déclarée complice et condamnée à recevoir 60 coups de fouet, ainsi qu'à être marquée au fer rouge de la lettre M, signifiant meurtre. Une des témoins qui a été amenée à témoigner au tribunal s'appelle Isabelle Sylvain. Il s'agit de la nièce de Joseph Corriveau, le père de Marie-Joseph. Sauf qu'elle va changer de version des faits à chaque questionnement. Après tout ça, les autorités du tribunal vont se tanner de ses témoignages, puis vont l'accuser de quelque chose elle aussi. Elle va être accusée de parjure, c'est-à-dire manque d'honnêteté et de cohérence devant un tribunal, et devant les règles de la loi. Et pour ça,
et va recevoir 30 coups de fouet et être elle aussi marquée au fer rouge de la lettre P pour par jour. Pendant l'attente entre la condamnation et la pendaison, Joseph Corriveau fait des aveux au père Augustin Louis de Glapion, un curé jésuite qu'il visite en prison. Il déclare avoir couvert pour le crime de sa fille, qu'elle était en fait la seule coupable et qu'il n'était que complice car il l'aida à dissimuler son crime comme étant un accident. Après cet événement, aucun autre témoin ni autre allégation feront surface. Le tribunal va déclarer Marie-Joseph Corriveau coupable et la condamne à être pendue enchaînée. Dans les mots de Roger Morris, l'officier britannique qui préside le tribunal, « She's to be hanged in chains ». Le 18 novembre 1763, la Corriveau est amenée sur une place auparavant appelée la Butte à Neveu. C'est situé sur les plaines d'Abraham, près de ce qui est aujourd'hui la colline parlementaire dans le Vieux-Québec. Quand on pense à l'histoire de la Corriveau, c'est généralement ce moment-là qui nous vient en tête, son exécution, qui est vraiment mythique parce que c'est fait d'une façon particulière. C'est pas quelque chose qui était étranger pour les habitants de la Nouvelle-France, mais c'était réservé certainement seulement pour des cas extrêmes. Le mythicisme autour de son exécution vient surtout de la méthode et de la durée de la chose. Être pendu enchaîné signifiait l'image qui nous vient en tête quand on pense à la Corriveau. La femme fut enfermée dans une cage de fer moulant la forme de son corps et fut suspendue pendant 5 semaines, laissant Marie-Joseph mourir et pourrir sur l'espace public. Vous saurez si vous avez regardé ma 3e vidéo sur les crimes en Nouvelle-France que ce type d'exécution-là n'était pas limité en termes de temps. Ce qui veut dire qu'elle fut pas condamnée à être exposée pendant 5 semaines comme étant une durée finie. C'est comme dans d'autres cas de condamnation à mort de cette époque, c'est les habitants locaux qui en ont eu assez et sont allés la décrocher. Mais il dure avoir la permission de James Murray, le premier gouverneur de la province de Québec sous le régime britannique, qui leur accordèrent. Alors pendant 40 jours, habitants, travailleurs, familles, enfants et passants ont côtoyé Marie-Joseph morte et pourrie à la vue de tous. Ils l'ont finalement enterrée près de Lévis, avec la cage. Après ça, le lieu d'enterrement sombre un peu dans l'oubli, mais l'histoire, elle, reste bien en vie. La région de l'île d'Orléans, près de la ville de Québec, est réputée pour être le théâtre fréquent du phénomène nocturne qu'on appelle feu follet sur l'eau. Les légendes de l'époque laissaient croire que c'était l'esprit perdu de Marie-Joseph, prisonnière du monde, n'ayant pas accès ni au paradis ni à l'enfer, dans un éternel purgatoire de lamentation. À partir de ce moment-là, bien sûr, l'histoire fait un peu le tour de la province, mais c'est majoritairement les habitants de la région et ceux qui ont été témoins de l'exécution qui vont s'en rappeler. C'est seulement en 1850 que l'histoire de la Corriveau prend la version mythique qu'elle a vraiment aujourd'hui, parce que c'est lors d'excavations dans un cimetière de Pointe-à-Lévis, ce qui est aujourd'hui la région de Lauson, près de Québec, que la cage et la dépouille de la Corriveau est déterrée. Et là, l'histoire prend des proportions inimaginables. L'histoire est mentionnée dans plein de romans, dans plein de contes, dans plein de récits, et même dans le théâtre. Il y a des auteurs, autant francophones qu'anglophones, qui vont s'inspirer de ça, qui vont l'inclure dans leurs récits. Elle va vraiment s'immerser dans l'imaginaire collectif canadien-français, et même dans le monde anglo-saxon à un certain niveau à cause de ça. Puis, c'est à cause de ces contes et romans-là que les faussetés qu'on associe à l'histoire aujourd'hui prennent vraiment naissance. Souvent, on va entendre qu'elle a été mariée 7 fois et qu'elle aurait tué ses 7 maris de manière perfide, qu'elle n'eut aucun enfant de tout mariage et cherchait activement à tuer ses époux, ou encore que c'est son père qui était coupable de tout. On va l'accuser de sorcellerie également, et la vieille légende que son esprit crée des feux follets dans la région va reprendre vie. L'écrivain britannique William Kirby adapte une vieille légende québécoise, le chien d'or en anglais, dans son roman The Golden Dog, qui mentionne des éléments de l'histoire de la Corriveau et la lie directement à La Voisin, une femme exécutée en France au XVIIe siècle, accusée d'être une sorcière, empoisonneuse et même tueuse en série par certains. Bien sûr, tout cela est faux, mais il y a un certain côté qu'on pourrait admettre comme positif, si on peut dire comme ça, à la légende, parce que ça nous a tout de même permis de renouveler un intérêt sans précédent pour cette histoire-là, qui aurait pu finir comme tant d'autres histoires de crimes tout aussi sordides en Nouvelle-France et être oubliée avec le reste. La cage disparaît mystérieusement de l'espace public,
et se retrouve dans un musée de Salem, dans le Massachusetts, aux États-Unis. Ville notorieuse justement pour son procès de sorcière durant l'époque des 13 colonies britanniques. En 2013, au Québec, un organisme de préservation historique qui s'appelle la Société d'histoire régionale de Lévis réussit à mettre les mains sur la cage de la Corriveau. Le musée au Massachusetts décide de leur prêter sur une base de 2 ans, mais finalement, ils ont réussi à la faire rapatrier au Québec de manière permanente. Elle est maintenant exposée au Musée de la Civilisation dans le cœur du Vieux-Québec. Donc, si vous voulez voir la cage dans laquelle Marie-Joseph de Corriveau a été exécutée, vous pouvez aller la voir au musée maintenant. C'est un peu étrange, selon moi, que l'histoire de la Corriveau ait gagné autant de notoriété, parce que des histoires d'exécution comme ça, sur le territoire de ce qui est aujourd'hui le Québec, donc en Nouvelle-France, et même dans le régime anglais, c'est vraiment pas la seule, c'est pas non plus la plus barbare d'une certaine manière de parler. Je crois que c'est vraiment la culture du 19e siècle, quand l'excavation a été faite en 1850, qui a permis à l'histoire de gagner autant de notoriété par son utilisation dans les romans et la popularisation des écrits, la manière que c'était répandu. C'est quelque chose qui n'aurait pas été possible avant. Du moins, c'est une légende encore active à ce jour, qui est encore adaptée dans des films, à l'écrit, dans le théâtre. Il y a des documentaires qui sont encore faits à ce sujet-là. Donc on peut pas nier que ça fait encore partie de notre imaginaire collectif.